Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 78. Sacré souverain mérovingien. Grégoire est le seul chroniqueur à rapporter l'étrange révolte de Mundéric en 534 et je cite « Mundéric, qui se prétendait parent du roi, enflé d'orgueil, dit « Pourquoi Théodoric est-il mon roi ? Le gouvernement de ce pays m'appartient comme à lui. J'irai, j'assemblerai mon peuple et lui ferai prêter serment, afin que Théodoric sache que je suis roi, tout comme lui. » La multitude du peuple des campagnes le suivit donc, en sorte que, par un effet de l'inconstance humaine, il en réunit un grand nombre, qui lui prêtèrent serment de fidélité et l'honorèrent comme un roi. Grégoire de Tours, chapitre 3. La révolte de Mundéric est l'un des épisodes les plus curieux du VIe siècle, avec cet étrange usurpateur. Honnêtement, on se demande bien qui a pu être ce Mundéric, aristocrate franc, descendant apparemment d'une autre lignée royale et capable de menacer tout à coup le trône de Théodoric le Fourbe. Mais plus important encore, il est clair que cette période n'arrive pas par hasard, à la fin de la folle décennie 524-534. Après une première période marquée par le calme et la domination assez nette de Théodoric le Fourbe sur l'ensemble du Regnum, sans doute du fait de la jeunesse de ses demi-frères et de l'accord politique passé en 511 avec les puissants, tout semble se détraquer d'un coup au milieu des années 20 avec les guerres de Burgondie. Pourquoi à ce moment-là ? Difficile à dire, mais c'est peut-être tout simplement un effet de l'âge des participants, devenant tous adultes à ce stade, et des attentes culturelles des guerriers germaniques. Si le récit de l'évêque devient excessivement confus à ce stade, il ne fait probablement que refléter la situation réelle sur le terrain, où les alliances et contre-alliances entre frères se succèdent de manière assez imprévisible, dans un tourbillon d'arrangements et de coups en traître. Sans doute parce que la compétition acharnée entre eux, mêlée aux divers coups du sort, a dû engendrer des décisions soudaines, commandées par leur intérêt immédiat et exigeant alternativement de s'entendre ou de se poignarder. Au point où même certains historiens soupçonnent que les révoltes en Auvergne comme celle de Mundéric ont bien pu être secrètement encouragées par les deux survivants, Childebert le Brouillon et Clotacar le Futé, pas mécontents de voir le bazar s'installer chez leur grand frère. Car l'accueil fait à Arcadius à Bourges, c'est-à-dire sur les terres mêmes du roi de Paris et aux portes de l'Auvergne, juste après sa révolte ratée, ressemble quand même furieusement à une manœuvre pour garder le Fourbe sur le qui-vive et avoir les mains libres pour finir tranquillement de leur côté la conquête de la Burgondie. Ce qui serait une forme de représailles assez logique après les drôles d'hésitations du roi de Reims depuis des années avec ses guerres burgondes. Le grand frère semblant toujours traîner les pieds dans son soutien dans leur entreprise, comme si fondamentalement, il ne souhaitait pas vraiment les laisser gagner trop vite en puissance et en richesse avec une annexion éclair du royaume du Sud. Sans certitude sur les raisons précises derrière ces retournements bizarres d'alliance et autres coups tordus, il semble quand même clair que les ambitions personnelles ont dû jouer leur rôle dans ces imbroglios entre parents, plus souvent rivaux qu'amis dans le fond. Concrètement, la décennie 524-534 est celle des disputes sourdes au sein de la dynastie mérovingienne, dont le pouvoir semble à la fois s'établir fermement du point de vue collectif, tout en restant terriblement fragile du point de vue individuel. L'erreur de Mundéric a sans doute été de ne voir que le second aspect de la situation pour tenter son coup d'éclat, mais de négliger le premier, ce qui va clairement lui coûter cher. Car c'est vrai, dans l'Empire romain comme ailleurs, le principe dynastique garantissant à une famille unique le pouvoir sur le temps long
n'a jamais trop fonctionné malgré les efforts des Constantins ou des Théodoses, comme des autres monarchies romano-barbares d'ailleurs. En clair, quel qu'ait été le pouvoir de ces hommes, la moindre faiblesse chez un de leurs successeurs et un usurpateur malin, étranger à la famille régnante, finissait toujours par s'imposer. En tout cas, jusqu'à l'arrivée des Mérovingiens. Parce que dans le Regnum Francorum, tout va être différent. C'est clairement un principe dynastique fort qui est en train de s'installer avec cette famille, dont les membres vont se succéder sur le trône pour presque 3 siècles et dont l'autorité en tant que clan deviendra indéboulonnable, malgré l'élimination des plus faibles de temps en temps, comme les pauvres fils de Clodomir. Alors, on a longtemps cru que tout cela venait des traditions germaniques païennes, faisant du roi franc un être surnaturel, disposant d'un pouvoir octroyé par les dieux, coulant littéralement dans ses veines. En clair, une sacralité particulière semblait avoir enveloppé la famille de Clovis, faisant d'eux des êtres à part et qui ne pouvaient plus être remplacés que par l'un des leurs en cas de faiblesse momentanée d'un titulaire. L'inverse donc de ce qui ne va pas arrêter de se produire à Tolède, à Ravenne ou à Byzance pendant des siècles, où un usurpateur puissant ou malin finira toujours par remplacer le souverain en titre au moindre faux pas, malgré des origines obscures, voire douteuses. D'ailleurs, pas de sacre chrétien chez les Mérovingiens, pas d'évêque ou de pape plaçant une couronne sur sa tête. Non, ce sont les guerriers francs qui reconnaissent un membre de cette famille en le mettant sur le trône, avec la ferme conviction apparemment qu'un descendant de Clovis disposait du Mund, ce pouvoir quasi magique en langage germanique de protection venu des dieux et qui leur garantissait victoire et richesse. Une longue chevelure, une élévation sur un bouclier, suivie d'un circuit rituel, et l'affaire était dans le sac pour des leudes descendants des païens germaniques, pétris de superstitions ancestrales. Toutefois, la plupart des historiens modernes contestent désormais cette vision traditionnelle de la sacralité des rois francs, notant que même ces symboles étranges pouvaient avoir d'autres origines que la Germanie profonde. Les cheveux longs, comme forme de puissance, étaient déjà évoqués dans la Bible avec l'histoire du guerrier Samson, et la mise sur bouclier, elle, était attestée depuis des siècles en Orient, même si elle a pu être importée vers l'Empire des Francs au IVe siècle avec Julien l'Apostat et les autres. Plus généralement, il semble que la sacralité de la dynastie mérovingienne ne s'est pas imposée d'un coup, mais elle a été le fruit d'une construction progressive, puisant effectivement dans des traditions germaniques, mais aussi dans l'héritage romain et dans une christianisation graduelle du pouvoir. Pour l'Empire romain, c'est l'évidence avec l'adoption dès le Ve siècle des titres et des symboles de la puissance impériale par Childéric et tous ses successeurs qui adoptent la monnaie, l'administration, le système légal et fiscal venu de Rome, pour ne citer que quelques exemples. Mais il y a aussi leur position progressive de défenseurs de l'Église. En se manifestant comme de généreux donateurs au profit d'institutions ou comme les grands organisateurs de conciles d'évêques, les rois mérovingiens vont peu à peu s'affirmer comme de véritables champions de la foi dans le Regnum, forgeant une alliance en béton avec l'Église. En réalité, il semble bien qu'à la suite de Clovis, disposant à la base d'une légitimité de roi païen germanique et d'officier impérial romain, auquel il a ajouté un rôle religieux avec son baptême, ses descendants vont consolider leur pouvoir sur les mêmes bases. Mais ils vont progressivement s'appuyer de plus en plus sur ce troisième levier d'autorité, au fur et à mesure que les deux premiers perdent de l'importance et de la signification aux yeux de leurs contemporains. C'est peut-être là l'un des aspects les plus intéressants de l'affaire Mundéric à la suite de l'exécution des cousins de Clovis autour de 510. La stabilité du régime, comme l'intérêt des descendants directs du grand roi, imposait sans aucun doute que cette sacralité concentrée sur une famille régnante devienne absolument incontestable. Et en validant ce principe, probablement pas acquis d'avance, mais accepté au fil du temps, les grands du Regnum, aristocrates et leudes, ont fait un choix rationnel. Celui de limiter leurs propres ambitions au profit de la paix générale, en entérinant la reconnaissance d'un pouvoir quasi magique à cette famille, et par là même l'interdiction quasi absolue des coups d'État. Une sacralité progressive donc, et pas une tradition immémoriale sortie des forêts de Germanie. D'ailleurs,
La vitesse de réaction, comme la main de fer de Théodoric, en la matière, prouve bien que tout cela n'était pas encore bien solide à ce stade. Son choix de préférer trahir un serment fait sur un autel d'église, plutôt que d'attendre ne serait-ce que quelques semaines que la place de Vitry ne tombe faute de vivres, démontre que le fourbe craignait bien que s'il n'écrasait pas assez vite cette rébellion, le doute ne s'installe dans son royaume et que tout l'édifice sacré en construction ne s'effondre d'un coup. Idem, la mention de Grégoire sur le peuple des campagnes soutenant Mundéric, ce qui peut être le simple reflet de son mépris de classe habituel. Ou la preuve que la soi-disant sacralité des rois n'était pas encore si bien établie que ça au VIe siècle, et que ce sont bien les puissants qui vont réussir à l'imposer au fil du temps. Dommage pour Mundéric, qui n'a pas réussi son coup, malgré un large soutien. Et bien joué Théodoric, qui en terrassant sans traîner cette révolte, a tué pour de bon l'idée qu'un homme non issu de la lignée de Clovis pouvait prendre le pouvoir. La révolte de 534 sera la dernière menée par un usurpateur ne s'affirmant pas descendant de Clovis, et désormais, seul un membre de la famille mérovingienne, vrai ou prétendu d'ailleurs, pourra monter sur le trône. Une nouvelle règle à double tranchant quand on y réfléchit. Car c'est vrai qu'elle va permettre aux descendants de Childéric de n'avoir à se soucier que des coups bas venus de leurs propres parents. Mais qui dit moins de concurrents ne veut pas dire moins de rivalité. Et plus de proximité signifie aussi souvent plus de férocité. Bizarrement, la fin des usurpations des années 30 ne marque pas un vrai retour au calme dans le Regnum. Mais elles ne sont en fait que le premier acte des grandes disputes fratricides à venir de la génération suivante, qui vont cette fois vraiment déchirer le Regnum pendant des décennies. Accrochez-vous pour la saison 5.